Beaucoup d'entreprises sont attachées aujourd'hui à cette question de responsabilité sociale. La manière dont nous essayons d'aborder ceci, c'est en regardant l'ensemble des facettes de nos activités et l'ensemble de nos interactions avec les différentes parties prenantes. Et de voir comment non seulement gérer l'entreprise de manière compétitive, mais également de contribuer au bien commun et d'avoir un impact positif. Donc c'est beaucoup de domaines. Dans l'hôtellerie et la restauration, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la consommation d'énergie, d'eau et la minimisation de la production de déchets. C'est aussi dans la relation avec les fournisseurs, des politiques d'achat responsables. C'est un fort attachement aussi aux communautés dans lesquelles nous travaillons et nous interagissons. Nous avons par exemple chaque mois de septembre à travers le monde ce qu'on appelle le Responsible Business Month, où chacune de nos équipes de nos implantations réalise un certain nombre d'activités au sein de la communauté. Donc par exemple, toute l'équipe de direction du groupe, au mois de septembre de l'année dernière, a construit une maison à Minneapolis avec Habitat for Humanity. C'est un exemple. Il y a aussi tout un attachement à des sujets prioritaires. Une des fondations qu'on soutient beaucoup, c'est The World Childhood Foundation, qui a été créée par la reine Sylvia de Suède dans les années 90 et qui est centrée sur la protection de la petite enfance et des enfances vulnérables à travers le monde. Autre exemple, on a été l'entreprise américaine de notre secteur, la première à signer le code de bonne conduite et de lutte contre le tourisme sexuel, qui est un fléau, évidemment, qui intervient dans différents pays auxquels nous sommes donc attelés. Donc, il y a tout un ensemble de facettes. Le risque qu'on essaye d'éviter, c'est celui du greenwashing, en fait, c'est-à-dire de voir la responsabilité sociale d'entreprise comme étant principalement de la communication. On essaye d'ancrer ces sujets dans les pratiques, dans les process, à travers l'ensemble des facettes de l'entreprise. Alors, c'est un sujet qui, suivant les pays, est plus ou moins réglementé. Notamment aux États-Unis, il y a un fort sujet d'actualité qui est celui des ascenseurs pour les piscines, où le département de la justice américain a établi une règle, d'ailleurs un peu dans la précipitation, qui rend obligatoire le fait de mettre dans les piscines, dans les hôtels aux États-Unis, un système d'ascenseur permanent pour les piscines. Donc, évidemment, on est attelé à être en conformité avec la loi. Il y a toute une réglementation aussi dans les chambres d'hôtel en la matière. On a aussi une politique dans certains pays, notamment chez Carlson Wagonlit, d'emploi de personnes avec un handicap, qui est un sujet sur lequel on peut agir, puisque finalement, dans les centres d'appel, en fait, on peut avoir des personnes à mobilité réduite. Et donc ça, c'est un des axes de l'entreprise. Thorsten, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose en la matière, non? J'ai couvert à peu près le sujet. Merci de votre question. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on est forcément sensibilisé et parfois on est encouragé par la réglementation, en fait, à être sensibilisé à ce sujet. Alors, la technologie est un élément essentiel de nos métiers. Pour Carlson Wagonlit Travel, c'est évidemment essentiel puisque tout ce qui concerne les réservations se fait avec des outils technologiques, que ce soit les GDS, mais aussi de plus en plus les outils de self-booking. Tous les systèmes d'analyse des données sur la dépense des entreprises, tout le reporting, tous les outils pour identifier l'emplacement des voyageurs et être en mesure de les assister lorsqu'il y a une crise quelque part. Donc pour Carlson Wagonlit, la dépense informatique, la technologique, c'est probablement un peu de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires, donc c'est tout à fait considérable. On a parfois l'image des agences de voyage comme étant un métier un peu désuet, poussiéreux, etc. Ce n'est pas du tout le cas, c'est devenu un métier très professionnel, très technologique, à très forte valeur ajoutée. Dans l'hôtellerie, tous les sujets de distribution sont des sujets technologiques. Donc les systèmes de réservation, toute la stratégie de distribution multicanal, est effectivement quelque chose de très important. Tous les systèmes de programmes de fidélité rentrent en la matière. On cherche aussi à innover de plus en plus dans la technologie dans la chambre,
Et donc, dans le magnifique Radisson Blu Aqua à Chicago, il y a moyen de commander en fait le room service à travers donc la télévision avec tout un ensemble de systèmes en la matière. TGI Fridays va lancer le mois prochain, si vous cherchez une nouvelle raison de venir chez TGI Fridays, je vous la donne, une application mobile qui permettra de sa table de commander donc ce qu'on veut et de régler également, hein, et d'évaluer son serveur. Donc vous voyez, donc hein, donc et alors pour en matière de réseaux sociaux, il est clair que on le voit bien tant dans notre activité restauration que dans notre activité hôtelière, le marketing et la publicité, c'est un peu désuet. En fait, le budget marketing de TGI Fridays est assez important. Une partie importante passée par la télévision. De plus en plus, on travaille sur d'autres modes de communication. Thorsten pourrait parler du lancement du Radisson Blu Aqua à Chicago, qui s'est fait avec énormément d'efforts sur les réseaux sociaux. Lors de la soirée de lancement de l'hôtel au mois de janvier, il y a eu 1 demi-million de tweets lors de la soirée. Alors, je ne sais pas à combien de tweets on en est pour les gueuletons touristiques. Hein, mais donc voilà, oui, c'est des sujets qu'on explore en permanence. Il y a des sujets qu'on maîtrise bien, puis il y a des sujets sur lesquels on essaye d'avancer, d'explorer pour voir ce qui marche. Donc merci Michel. C'est effectivement un sujet sur lequel, à titre personnel, mais aussi l'ensemble de notre industrie a beaucoup travaillé ces 2 dernières années aux États-Unis. Donc j'ai été amené à présider un comité sur la facilitation des voyages internationaux, donc sur le Travel and Tourism Advisory Board qui conseille l'administration américaine. Et le constat était le suivant. Les États-Unis, au cours des 10 dernières années, ont perdu 1/3 de leur part de marché mondial des déplacements internationaux. Et le nombre de visiteurs internationaux hors Canada et Mexique est tombé à 26 millions de visiteurs par an. Donc à une part de marché de 12%, alors qu'au début de la décennie, on était à 18% de part de marché. Et le constat sur expliquer cette perte de part de marché était notamment focalisé sur la politique de visa et l'accueil aux frontières. Et ce qu'on a observé, c'est que, alors en se centrant beaucoup sur les pays émergents, donc notamment la Chine et le Brésil, c'est les choses suivantes. Donc pour avoir un visa pour les États-Unis, vous avez besoin d'un entretien en face à face avec un officier consulaire. Et pour ça, il faut un rendez-vous. Et le délai pour avoir un rendez-vous pouvait atteindre 50 à 100 jours en Chine, jusque 150 jours au Brésil. Alors que, incidemment, l'Europe, pour les Brésiliens, n'a pas besoin de visa. Et en Chine, pour les Européens, des délais d'attente de 5 à 10 jours. J'ajoute que si vous habitez la petite bourgade de Chongqing en Chine, qui a 34 millions d'habitants, il n'y a pas de consulat. Donc si vous voulez aller aux États-Unis en vacances avec votre famille, il faut que vous vous rendiez soit à Chengdu, soit à Shanghai, etc., avec l'ensemble de votre famille, votre conjoint, vos enfants, y compris celui de 18 mois, pour un entretien en face à face. Donc vous avez le coût du déplacement, du billet d'avion, de l'hôtel pour avoir etc., etc. Même chose au Brésil. On a quantifié le fait de passer de 26 millions de visiteurs annuels à, disons, plus de 40 millions, ce qui permettrait de regagner les parts de marché perdues, permettrait de générer 60 milliards de dollars d'export supplémentaires, puisque finalement le tourisme, c'est de l'exportation, des rentrées de devises, et ça permettrait de créer 500 000 emplois à l'horizon 2015. Alors évidemment, le business plan pour l'administration américaine était assez simple. On leur a dit, il suffit de rajouter quelques centaines d'officiers consulaires dans ces pays. By the way, parce qu'ils parlent anglais dans ce pays-là, hein. By the way, chaque officier consulaire génère 1,5 million de dollars de recettes, puisqu'il y a un fee de 140 dollars par demande de visa, et donc c'est un profit center. Plus vous rajoutez d'officiers, plus ça va marcher. Alors, on a fini par trouver, malgré toutes les réticences concernant la sécurité, une oreille très attentive
en particulier au sein du département d'État, du State Department américain, en la personne de Tom Knights, qui est le Deputy Secretary of State, qui est l'ancien directeur général de Morgan Stanley, donc quelqu'un qui venait du monde de l'entreprise, et qui a vu effectivement toute la logique de ceci. Et au cours des 9 derniers mois, les délais en Chine sont revenus à 3-4 jours, et au Brésil sont maintenant à 15 jours. Donc quelqu'un qui s'est saisi du sujet. Alors c'est un sujet, à mon avis, sur lequel on peut continuer à travailler, y compris au plan international. Avec Michel, on est au World Travel and Tourism Council. Il y a des idées. Si vous êtes au Mexique, vous avez un visiteur chinois qui a un visa pour les États-Unis. Pourquoi diantre lui demander en plus un visa pour le Mexique? Pourquoi ne pas créer des zones un peu comme Schengen en Europe, où une fois que vous êtes rentré, vous pouvez circuler, avec l'idée donc de diminuer les obstacles pour circuler à travers les pays. Cet après-midi, en rentrant aux États-Unis, je vais avoir le plaisir de franchir la frontière avec les États-Unis. Juste avant Noël, on avait passé la frontière avec les États-Unis 5 fois en 24 heures. C'est un plaisir. Pourquoi finalement faire la queue à cette occasion-là? Donc il y a des obstacles à éliminer, et ça, c'est évidemment des facteurs de création d'emplois, de création de richesse. Et je pense que notre industrie a la responsabilité de travailler avec les différents gouvernements pour éliminer ces obstacles. Je dois saluer d'ailleurs ici le Québec, parce que si j'ai bien compris, au Québec, nous avons un ministre du Tourisme. Hein, et ça, c'est tout à fait remarquable. Le nombre de pays dans le monde qui ont un vrai ministre du Tourisme est finalement assez restreint. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. En France, il y a un secrétaire d'État qui s'occupe de à peu près 18 choses et le tourisme, Frédéric Lefebvre. Je pense que les gouvernements sous-estiment souvent l'impact de cette industrie et de la capacité de notre industrie à créer des emplois, à créer des richesses. C'est notre responsabilité en tant qu'acteur de cette industrie de faire progresser cette prise de conscience et de reprendre un peu de la part de voix par rapport à l'industrie automobile ou la pharmacie ou les institutions financières qui sont championnes du lobbying. Donc, bonne chance à Washington, tenez-moi au courant. Hein. Alors, ces différents qu'on dit émergents, ce sont effectivement les pays du monde qui sont en plein développement, et ce sont des pays qui ont une infrastructure touristique qui reste très en deçà des pays développés. Ce qu'on mesure parfois, ce sont le nombre de chambres par habitant dans les différents pays. Et si vous êtes sur un ratio de, mettons, un indice de 100 en Inde, vous êtes à 2000 en Chine, mais aux États-Unis, vous êtes, je vais essayer de ne pas me tromper dans mon ratio, vous êtes du genre 20 000. Il y a autant de chambres d'hôtels en Inde que dans la ville de New York. Et la dernière fois que je suis allé en Inde, j'ai vu qu'il y avait plus d'habitants en Inde qu'à New York. Donc il y a un besoin de capacité extraordinaire au fur et à mesure que la classe moyenne se développe, que l'économie se développe, que les voyages se développent, les voyages domestiques, les voyages internationaux. Il y a des besoins qui sont considérables. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'essentiel des nouvelles ouvertures d'hôtels se fait. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile. En Inde, pour ouvrir un hôtel, il y a besoin de 100 licences. C'est-à-dire que les Anglais, on est au Canada ici, on peut dire un petit peu de... On est au Québec, on peut dire un petit peu de mal des Anglais. Je ne sais pas. Nos meilleurs amis. Les Anglais ont laissé une infrastructure bureaucratique en Inde qui pèse encore de tout son poids. Donc 100 licences pour ouvrir un hôtel, donc c'est très long, c'est très compliqué. Le gouvernement indien, qui a bien vu l'importance de cette industrie, essaie de simplifier les choses, de faire un guichet unique, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a aussi beaucoup de travail en termes de formation. Quand on voit le nombre de chambres d'hôtels qui doivent s'ouvrir dans ces différents pays, un de nos principaux défis, c'est le recrutement et la formation. Parce que ce sont des dizaines de milliers de collaborateurs qu'on doit recruter et former au cours de ces prochaines années. J'avais au téléphone dimanche soir le nouveau Radisson Blu de Louis Zhao dans une ville tertiaire chinoise. Eh bien, l'opératrice parlait correctement anglais, mais ça a pris du temps, en fait, puisque
Ce sont des pays qui souffrent, notamment la Chine. Donc il y a tout un travail de longue haleine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un peu le sentiment que c'est l'opportunité du siècle, en fait. Le développement de ces pays et le développement du domaine du secteur du voyage et du tourisme dans ces pays, c'est une opportunité comme on en voit extraordinairement peu. C'est pour ça que tous nos groupes hôteliers, on n'est pas le seul, Carlson, sont très centrés sur ces développements qui sont un facteur de croissance, à la fois dans ces pays, mais aussi en retour ici. Je conclurai simplement en disant que, à nouveau, pour souligner l'importance des voyages internationaux et l'opportunité pour l'Amérique du Nord, les Galeries Lafayette à Paris disent que l'été dernier, la moitié de leurs clients étaient chinois. Madison Avenue à New York, vous ne voyez pas de Chinois. Parce qu'il y a 3 millions de visiteurs chinois par an en Europe, il y en a moins d'1 million aux États-Unis, et donc on a du retard à rattraper, à la fois donc sur les questions de visa, mais aussi pour nos groupes, ensuite pour savoir les accueillir, offrir des panneaux en chinois, etc. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, peut-être pas dans l'Iowa, mais en tout cas dans les grandes villes comme Montréal.